Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette démonstration dont l'objectif est de parler de la globale infrastructure d'AWS. Donc on est connecté sur la console de gestion. On avait fait déjà dans les précédentes vidéos une présentation de la console et on avait également créé notre compte AWS. Cette fois-ci, il faut qu'on comprenne comment l'infrastructure globale va pouvoir être prise à notre avantage pour aller déployer nos différentes ressources. Donc on le voit, il y a un élément qui est clé ici, c'est les régions. On le voit en haut de l'écran, on a cet onglet en fait sur lequel on peut choisir en fait une région et on voit que actuellement je suis sur la région de Paris. Et on voit qu'il y a d'autres régions géographiques, il y a US East 1 pour Virginie du Nord, US East Ohio, US East 2. Donc on a en fait une convention de nommage particulière par région. Et en fait, si on regarde la carte donc sur le site de la Global Infrastructure d'AWS, on voit qu'à l'heure actuelle, on a 26 régions à travers le monde et c'est les zones géographiques sur lesquelles on va pouvoir sélectionner en fait le cluster de data center d'AWS pour pouvoir déployer nos différentes ressources. Donc les points en bleu, c'est l'ensemble en fait des régions qui sont actuelles. Donc on voit par exemple Londres qui a été lancé en 2016, il y a eu Irlande en 2007, il y a eu par exemple Stockholm en 2018 et ainsi de suite. Et on voit également d'autres points en orange qui vont arriver, c'est des nouvelles régions qui vont sortir dans les prochains mois. Et par exemple, on voit Melbourne qui va être la deuxième région en Australie. On aura également en Nouvelle-Zélande, à Auckland, également une nouvelle région. Donc à l'heure actuelle, il y a 26 régions, mais on voit qu'il va y avoir des régions supplémentaires qui vont arriver. Donc il faut bien comprendre la convention de nommage de ces régions. Et on avait vu tout à l'heure que sur la console, on avait cet acronyme EU Ouest 3. Et par exemple, sur EU Ouest 3, ça correspond à la région de Paris. Donc comme on voit, en Europe, à l'ouest, et ça a été la troisième région lancée en Europe à l'ouest. Donc si on reprend par exemple EU Ouest 1, ça aurait été l'Irlande. EU Ouest 2, on a Londres, et on a d'autres régions, US East 1, etc. Donc on a vu en fait cette convention de nommage qui est importante parce que vous verrez que la documentation et également les lignes de commande référencent souvent le nom. Je reviens sur la console. Donc maintenant qu'on a compris que ici, lorsque je vais sélectionner en fait une région, je me trouve dans des zones géographiques en fait totalement différentes. Il faut bien comprendre que les régions géographiques sont isolées par défaut. C'est-à-dire que lorsque je mets mes ressources à Paris, elles n'existent pas sur la région en Irlande. Si je mets mes ressources en Virginie du Nord, elles n'existent pas sur d'autres régions, et cela par défaut. On verra sur d'autres vidéos que malgré tout, on a quand même la possibilité de sortir de ce comportement par défaut lorsqu'on veut notamment répliquer des données entre différentes régions, lorsque l'on a notamment des plans de reprise après sinistre, on imagine le pire pour notre architecture et on veut retrouver en fait les données sur d'autres régions. Mais gardez en tête que par défaut, les régions ne communiquent pas. On a vu tout à l'heure que quand on sélectionne notre région, donc là je suis sur la région de Paris, quand je vais sur un des services, par exemple EC2, Elastic Compute Cloud, on fera une vidéo dédiée sur les machines virtuelles dans le cloud, mais on voit que quand je suis sur le tableau de bord de EC2, je suis sur un service régional et ça a son importance parce que, comme on l'a dit, lorsque je bascule de région, mes ressources ne vont exister que dans la région dans laquelle je les ai déployées. Mais une région, ce n'est pas en fait la seule composante. C'est-à-dire que quand je vais créer en fait une instance, il va falloir que je sélectionne également une zone de disponibilité. C'est-à-dire que pour bien comprendre le concept d'infrastructure globale d'AWS, les régions, c'est pas un data center. Une région, c'est un cluster de data center, ce qu'ils appellent les zones de disponibilité ou les EBT zones. Et vous verrez dans la documentation souvent l'acronyme AZ. Donc on le voit ici, on a pour la région de Paris 3 zones de disponibilité. Donc on a EU Ouest 3A, EU Ouest 3B et EU Ouest 3C. Donc si on se représentait ces zones,
ça correspondrait à ces éléments. Donc on est parti de la région, rappelez-vous, la zone géographique sur laquelle on va retrouver les différentes ressources. Par exemple, si je prends l'exemple de Paris, on a EU Ouest 3. Et cette zone géographique est décomposée en clusters de data centers. Par exemple, pour Paris, on a 3. Donc EU Ouest 3A, EU Ouest 3B et EU Ouest 3C. Donc gardez en tête que le nombre de zones de disponibilité va varier en fonction des régions. Donc la plupart du temps, vous allez trouver 3 zones de disponibilité. Par exemple, sur Irlande, EU Ouest 1, vous avez 3 zones de disponibilité. Sur Londres, il y a 3 zones de disponibilité, mais il se peut qu'il y ait des régions qui en a plus. Par exemple, US East 1, la Virginie du Nord, il y a 6 zones de disponibilité. Donc gardez en tête qu'au sein de ces zones de disponibilité, ce n'est pas un data center, c'est des clusters de data centers. Donc ici, par exemple, je peux avoir plusieurs data centers. Et là, cette fois-ci, contrairement aux régions, ces data centers, eux, sont bien reliés et garantissent justement la réplication de la donnée. On s'assure que s'il y avait un problème, la documentation parle d'une répartition dans les 100 km entre ces data centers. Donc il y a quand même une répartition géographique avec des profils de risques différents et qui permet de dire, tiens, s'il y avait un problème sur un data center, je vais pouvoir retrouver quand même ma donnée sur un autre data center. Malgré tout, AWS recommande ici de construire pour nos applications critiques sur au minimum 2 zones de disponibilité. Parce qu'on veut justement ce qu'on appelle de la haute disponibilité, c'est-à-dire que notre application, quand elle va s'exécuter, elle doit s'exécuter sur au minimum 2 zones de disponibilité parce qu'on veut imaginer le pire à notre application. Imaginons qu'il y a un problème sur une zone de disponibilité, mais on ne perd pas notre application. Donc on retrouve en fait ces schémas sur lesquels on va avoir à construire notre application sur plusieurs zones de disponibilité, surtout lorsqu'elle est critique. Donc gardez bien en tête, une région, c'est un cluster de zones de disponibilité. La zone de disponibilité, c'est plusieurs data centers. On revient sur notre console et on voit que donc, quand on a des services régionaux, donc lorsque je suis positionné sur région, par exemple ici Paris, je vais avoir aussi des zones de disponibilité et on verra sur d'autres vidéos, notamment sur la partie réseau, comment mettre en place nos ressources sur ces clusters de data centers. Voilà pour cette courte présentation de l'infrastructure globale. Gardez en tête la région décomposée en zones de disponibilité, les zones de disponibilité des clusters de data centers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Bon cloud computing à toutes et à tous.